C'était important. On avait beaucoup de clients qui se posaient ces questions, donc ça va arriver gentiment. Nous-mêmes, nous aurons un wrapper, un système qui va vous permettre de transformer ces formats pour les intégrer paisiblement dans votre ERP, on va dire, national. On démarre officiellement. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre présence et votre disponibilité pour participer à ce webinaire sur la dernière ligne droite avant la réforme de la facture électronique 2026. Marc a commencé à faire un peu de teasing en intro, un peu beaucoup de teasing. On a encore pas mal de choses à revoir. Il y a quelques modifications sur les différents acronymes. Notamment, vous avez entendu parler de PDP/PA. On va revenir là-dessus. On va revenir sur les derniers éléments à mettre en œuvre pour être conforme d'ici 2026, parce qu'au final, ça y est, on a dépassé la date fatidique. Ça y est, on est à moins d'un an maintenant. Il faut commencer à s'y mettre sérieusement. Donc, je suis bien évidemment accompagné de Marc Baladier, fondateur de OpenBee sur le sujet, et OpenBee qui est éditeur de la solution Comidoc qui est fournie par Konica Minolta. Et moi, je suis Yoann Dupont, responsable des offres Print IT. Je gère le catalogue des offres chez Konica Minolta. Marc, je te laisse la main. Eh bien, écoutez, oui, bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être nombreux à ce webinaire, donc plus de 300 et quelques, c'est assez exceptionnel de vous mobiliser, mais vous avez raison, parce que vous avez gagné du temps après. Donc, assister effectivement à des prises d'informations comme des webinaires sur la facture électronique est important pour vous, pour plein de raisons, et on l'évoquera tout au long de ce déroulement de webinaire. Alors, éditeur français, oui, depuis maintenant plus de 2004. Donc, on travaille avec Konica depuis maintenant 18 ans. Voilà, on a créé beaucoup de produits pour Konica et on continue bien sûr à évoluer avec eux. Alors là, plutôt dans le domaine de l'intelligence artificielle, on en parlera aussi au long de ce webinaire pour vous faciliter la vie au quotidien. Et puis, il faut savoir que la dématérialisation va être un sujet de plus en plus prenant, mais surtout de plus en plus gagnant dans l'entreprise, puisque le retour sur investissement est quand même souvent probant. Et puis, l'accompagnement au changement est relativement minimaliste. Donc, vous voyez, on y gagne sur les deux tableaux. Voilà. Donc, on va passer le slide et là, on va pouvoir se dire l'objectif de la réforme et puis surtout, sommes-nous concernés? Alors, on est tous concernés. Du moment qu'on fait une facture et qu'on a de la TVA, sachez que de toute façon, vous êtes concernés. Alors, certains auto-entrepreneurs ne le seront pas, certaines associations pas forcément non plus, mais du moment qu'elles achètent quelque chose sous un régime de TVA, il va bien falloir qu'elles puissent récupérer leur facture. Donc, l'idée, c'était pour le gouvernement d'avoir une connaissance en temps réel de l'activité économique. Ça, c'était quand même quelque chose d'important. Il faut savoir que la fraude fiscale en France était à peu près enfin sur la TVA, bien sûr, elle était à peu près de 20 milliards, pas loin. Ils en recouvraient avec les contrôles terrain à peu près 4 milliards à quelques, et on va dire maximum 5, donc il restait quand même 15 milliards, vous voyez, de trous quelque part non recouverts, alors entre la TVA intra-européenne et puis bien sûr la TVA franco-française. Et donc ces 15 milliards vont être effectivement recouverts grâce à la facture électronique, puisque là on ne pourra plus ni la décaler, ni ne pas la déclarer. Et puis pareil pour les tournants de TVA qui s'opéraient dans différents pays d'Europe, ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'il y aura un contrôle quasiment en temps réel. Voilà. Et puis, on dit fluidifie les règlements entre entreprises. Bon, alors ça, moi, je mets un bémol parce qu'on a vu plein de lois qui sanctionnaient même les collectivités pour les règlements. On a vu que ce changement, étant entrepreneur et en différentes sociétés, bon, j'ai pas vu un grand changement sur les délais de paiement. Enfin, je dirais depuis les 15 dernières années, on voit que ça s'améliore quand même légèrement. On voit bien que l'administration essaye d'améliorer les choses. Puis le privé, ça dépend des relations que l'on a, bien sûr, avec nos donneurs d'ordre. Voilà. Donc, 4 millions d'organisations, et donc ça fait du monde à mettre sur une plateforme d'État. Donc, ça fait du monde à accueillir par Bercy, puisqu'ils vont accueillir tous les flux, ça soit aussi bien les aides de caisse que la facturette que je vais faire à l'entreprise à qui je vais livrer des croissants le matin pour un event. Donc, vous voyez bien que ça va concerner des strates d'entreprises qui n'ont pas l'habitude de se conforter à de la facture électronique aujourd'hui, et pour certaines, elles sont encore avec des facturettes même papier. Donc, il faut se dire qu'il y a des gens qui sont dans des zones reculées. La France n'est pas Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. Voilà, donc il est vrai qu'à côté du Puy-en-Velay, je ne pense pas que toutes les entreprises aient un ERP digne de ce nom, et puis on les comprend. Donc, malheureusement et heureusement pour eux, d'un côté, ça va leur permettre de franchir ce cap,
l'informatisation de leur ADV et de leur comptabilité et puis de leur gestion commerciale. Voilà, donc ça sera un mal peut-être pour un bien, parce qu'il y a quand même un investissement hein, quand on n'a rien du tout dans l'entreprise. Puis de l'autre côté, pour les entreprises qui sont déjà bien sûr informatisées, ce qui est quand même le cas de toutes les TPE, PME françaises, et ben là, il va falloir qu'elles soient attentives, puisque il va falloir accompagner ce changement. Pourquoi? Parce que nos DAF, nos services comptables, nos comptables sont déjà débordés. Comme vous le savez, hein, c'est comme les services RH aussi dans les entreprises, parce que la norme sur la norme empilée, ça ne crée pas de facilité. Et donc, effectivement, on sait très bien que le côté chronophage aujourd'hui est omniprésent dans tous ces services. Hein. Le manque de temps est probant. Et donc, nous, notre rôle, c'est essayer de faire en sorte qu'ils gagnent du temps et qu'ils puissent se consacrer à leur vrai métier. Voilà. Donc, les gens, comme vous le savez, sont concernés, les entreprises concernées, toutes les organisations qui ont un sirène, et puis, bien sûr, les associations qui dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires. Et puis, en avant, Guingamp, pour cette nouvelle réforme qui arrive très rapidement, comme le disait Johan, on est à moins d'1 an. Alors justement, sur le planning, il y a une sorte d'arlésienne en mode il y a eu quelques mois décalés, pas décalés. À chaque fois, les experts comptables ne sont pas forcément hyper promouvants parfois sur le timing. Parce qu'on est d'accord que le planning maintenant est arrêté et que la réforme va bien se mettre en place. Oui, il y avait une latitude hein, qui a été utilisée, puisqu'ils l'ont décalé, comme vous le savez, hein, d'accord, en 2024, on aurait dû démarrer. Elle a été remise à 2026. Sachez qu'il y a une uniformisation de la TVA européenne, la directive VIDA, qui va s'installer en 2029, et je pense qu'en 2030, on sera dedans. On a l'euro numérique, vous en entendez parler en ce moment, il y a un peu de bruit là-dessus, hein, sur la Banque centrale européenne. Vous entendez Madame Lagarde qui prône effectivement l'euro numérique. Donc sachez que ce calendrier ne pourra pas être bougé à l'infini. Au pire, il y aura peut-être 1 mois ou 3 mois ou 2 mois max, hein, parce que si Bercy effectivement s'aperçoit d'un problème structurel, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. On fait partie de toutes les réunions concernant la facture électronique. Toutes nos équipes sont présentes, ainsi que nos consultants internes et externes. Et aujourd'hui, ce calendrier est bel et bien tenu. Voilà. Donc, toutes les entreprises devront accepter ces factures. Alors, souvent, j'ai des questions en me disant, ouais, mais moi, si je suis pas prêt, ben oui, oui. Alors, attention, il y a des entreprises qui sont pas idiotes. Nous, les premiers, si vous êtes dans la capacité de vous connecter parce que, je sais pas, vous n'avez pas de connexion Internet, ce n'est que ça. Ouais. Parce qu'il y a une pelleteuse qui vous a cassé la fibre en bas de chez vous, hein, ça arrive, et que ça met 3 mois à être reconstruit, ça aussi, hein, on peut le voir. Donc, à partir de là, on vous les enverra et puis vous régulariserez au fil de l'eau. Mais grosso modo, oui, effectivement, l'obligation est bien présente et le timing restera sur ce calendrier-là. Ça, c'est évident. Il y a un deuxième changement que là on voit dans la slide qu'il faut peut-être commencer à évoquer parce que entre des acronymes on va en avoir plein sur cette présentation. On parlait de PDP, on parle de PA maintenant. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, non, non, mais c'était des acronymes déjà qui étaient complexes, hein, même au départ. Hein, même nous, on se trompait. Vous voyez, donc on était PDP, on arrive à se tromper au départ il y a 4 ans. De quoi il parle? Parce que le Mexique a fait exactement le même schéma, hein, d'accord? Donc, le précurseur dans la facturation électronique je dirais, avec des tiers externes hein, qui récoltent effectivement les documents, entre autres les factures, et qui les transmettent au ministère de l'économie et des finances. C'est le Mexique qui a été précurseur, ce qui est assez original quelque part. Hein. On n'aurait pas cru. Et les acronymes étant tellement incompréhensibles qu'effectivement, bon, plateforme agréée. Pourquoi? Parce qu'il faut un agrément. Il faut un agrément pour pouvoir accepter effectivement vos factures, vos flux. Et cet agrément est délivré par Bercy. Et donc, c'est plus logique de dire oui, c'est une plateforme qui a l'agrément, donc ils ont choisi plateforme agréée. Voilà. Donc après, pareil pour les OD, ça a changé un peu, mais bon, vous entendrez toujours parler opérateur dématérialisation, mais c'est faux. Donc, ça sera des choses qui vont peut-être même encore bouger dans le temps. Vous voyez, ces acronymes, il ne faut pas trop s'y tenir. Sachez qu'il y a des gens qui vont collecter vos factures, qui ont besoin d'un agrément et qui doivent être agréés, qui doivent passer dans toutes les étapes de l'agrément pour pouvoir être éligible à se connecter à Bercy, d'accord? Donc se connecter effectivement au PPF. Et puis bien sûr, après, il y a des gens qui sont en cours d'agrément, puisqu'on a des plateformes qui se sont déclarées tardivement, qui vont bien sûr l'obtenir, je l'espère pour eux, et qui arriveront au fil de l'eau. Donc aujourd'hui, on a 90, on va dire à peu près une centaine de plateformes
qui ont émis le souhait d'être PDP. Alors pour ce faire, il y a quand même des exigences assez précises, assez contraignantes pour les entreprises qui veulent aller vers ce statut de plateforme agréée. Il faut être 27001, donc déjà il faut avoir une norme 27001. Ça, il faut la passer, ça met quelques mois ou des fois années, cela dépend de l'organisation. Elle est coûteuse, nous l'avons passée il y a des années, mais chaque année, on la réitère et puis on la repasse, donc on se fait recertifier chaque année. Donc c'est toujours effectivement une organisation qui coûte. La norme coûte, vous savez tous, pour les gens qui sont dans l'alimentaire, qui sont dans l'industrie automobile, qui sont dans l'avionique ou autre, et le médical, j'en parle pas. Sachez qu'effectivement, ça fera une norme sécuritaire de plus. Alors la 27001 qui a été effectivement statuée comme norme obligatoire pour l'éditeur ou l'entreprise voulant être PA, plateforme agréée, vous voyez, j'emploie la taxinomie correcte, effectivement, il va falloir qu'il l'ait avant de pouvoir monter le dossier ou qu'il soit en cours d'agrément et qu'ils arrivent à l'obtenir, bien sûr, pour pouvoir obtenir l'agrément. Voilà. Donc ça, c'est un des efforts minimalistes que doit faire l'entreprise qui veut être PA. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va se dire la facture électronique, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué si on veut prendre ça en mode macro. C'est une facture papier ou qui sort de l'ERP, qui va être transformée dans un format qui doit être intelligible pour Bercy et puis bien sûr pour les autres plateformes agréées qui vont la recevoir. Donc il y a des formats qui ont été figés. Ces formats sont de 3. Vous avez l'UBL, qui va être le format qui va être bien sûr le plus commun au niveau international, sachez-le. Donc l'UBL est en train de gagner la partie. Vous avez C2I et Facturix. Facturix, c'est un format qui émane de nos amis allemands à la base, c'est Zorgferg, qui l'utilisent encore aujourd'hui dans leurs échanges vers les administrations, parce qu'en Allemagne, la facture électronique est un peu comme nous, Chorus Pro, que vous avez certainement pratiqué si vous facturez des administrations. Rappelez-vous, ça a été quand même un peu compliqué à mettre en place. Le démarrage de Chorus Pro a été quand même laborieux. Et donc, ce format en Allemagne, lui, il avait déjà donc été retenu pour effectivement les échanges en B2J. Quand on dit B2J, c'est effectivement governmental. Donc, vous voyez, on ne peut pas avoir des acronymes français, mais non, c'est comme ça. C'est business to gouvernement. Donc, effectivement, là, B2J, vous en entendrez souvent parler. C'est ce qui va remplacer Chorus Pro, qui existera toujours. Le portail restera ouvert. Mais par contre, effectivement, le format va changer. Ça va être un format au format Facturix. Alors, ce format, il n'est pas complexe. C'est un PDF. Vous connaissez tous le PDF. Sauf qu'il est enrichi dedans. C'est-à-dire, vous avez votre PDF qui s'affiche, puis en dessous du PDF, enfin dans le PDF, vous avez des données au format qu'on appelle XML, qui sont des délimiteurs, dans lequel est exprimé toutes les informations de votre facture, tout simplement. Donc votre numéro de facture, la date, le tiers à qui c'est destiné, le numéro de SIRET, les montants hors taxes TVA. Voilà, donc, et ce format, bien sûr, va pouvoir être enrichi. J'en parlais tout à l'heure avant d'ouvrir le webinaire, parce qu'on ouvre toujours 5-10 minutes avant. On a beaucoup de gens qui nous rejoignent parce qu'on fait toujours une petite note d'info. Là, on parlait des formats internationaux. Donc c'est toujours intéressant de savoir que PayPal va être effectivement la solution retenue. Donc ça, c'est important de le savoir. Nous, on était parti sur PayPal au départ, puisqu'on avait le choix, interconnecter des PDP franco-françaises entre elles. Parfait, Bercy demandait ça au départ. Et moi, j'ai dit non, on part sur PayPal parce que nous, on a des clients européens qui travaillent aussi avec l'international. Et donc, nous, on s'est connecté directement sur PayPal. Voilà. Et donc, il faut se dire que ce format UBL et PayPal va être retenu à peu près par tous les pays du monde. Donc, il y a une norme, donc EN 16931, et cette norme, effectivement, il faut bien vous dire que ce sera une norme qui sera généralisée. Donc, le format, ça sera PayPal BIS Binding 3.0. Voilà, exactement. Le format international que vous allez entendre de temps en temps parler, ça sera donc PayPal BIS Binding. Alors, PayPal, c'est quoi? Parce que tout le monde en parle aussi, et puis on ne sait pas ce que c'est. C'est de l'EDI, quoi. C'est comme si vous aviez un prestataire EDI qui vous transmettait des flux vers des donneurs d'ordre comme Renault, Peugeot, la SNCF, vous voyez, qui sont déjà depuis très longtemps en EDI, et pareil pour l'alimentaire comme Carrefour, Auchan, qui reçoivent effectivement des messages EDI qui en envoient à leurs sous-traitants pour les préparations de commandes, pour la facturation. Donc, vous voyez, la facture électronique entre les grands, on va dire, entre les grandes entreprises,
des entreprises qui sont souvent aussi très normées, étaient de mise depuis plus de 30 ans. Enfin, donc ça a toujours existé quelque part. Et c'était des formats d'échange qu'on remplaçait un peu le Telex. Hein. Voilà, rappelez-vous, pour ceux de ma génération. Voilà. Donc, sachez qu'il n'y a pas forcément de magie là-dedans. Hein. C'est pas obscur. C'est tout simplement un format PDF avec dedans des informations qui enrichissent le format. Et quand le logiciel va le récupérer, votre logiciel de comptabilité, entre autres, ou gestion commerciale, mais souvent, ça va être le logiciel de comptabilité, puisqu'on accepte des factures fournisseurs, on les saisit dans notre journal d'achat en comptabilité, et ben, votre logiciel de comptabilité sera en mesure de décrypter ce format, de vous créer la ligne comptable automatiquement s'il est prévu comme ça, ou si vous avez un système Comidoc, ben, nous on le fait directement, on vous prépare les journaux et on les intègre directement dans la comptabilité. Après, ben, puisque ben, là, il y a un effort à faire de votre part, ça va être de les rendre conformes. Donc, bon, pour ce faire, nous avons tous les systèmes pour vous aider à les rendre conformes sur la plateforme Comidoc intégrée, qui vont vous dire si la facture est bonne ou pas bonne et qui vont vous dire qu'est-ce qu'il manque à la facture, qui va sortir directement de votre système de facturation, de votre gestion commerciale. Hein, du SET, le BP, ou même des produits développés en interne, hein, puisqu'on a beaucoup de clients qui travaillent sur des anciens produits, hein, sur S400 ou autres, parce que ben, c'est des métiers très complexes, et donc ils ont créé des produits complexes pour facturer, qui correspondent vraiment à leur métier, qui leur rendent ce service-là. Donc à partir de là, une fois qu'on va exporter cette facture en PDF, donc on va l'imprimer, exporter, ou l'envoyer vers effectivement la GED Comidoc. Comidoc va prendre cette facture, va analyser effectivement toutes les données de cette facture et va vous signaler si déjà il va vous manquer des données qui sont recevables par l'APD, la plateforme agréée, la PA, qui va transférer cette facture à Bercy et bien sûr à votre donneur d'ordre ou pourquoi pas à votre client, hein, enfin à votre client, votre fournisseur. Voilà, donc ça sera une interopérabilité complète, c'est ce qui est bien. On aura un meilleur suivi, comme vous vous en doutez, hein, puisque tout va être tracé. Donc numérique, quand tu nous tiens, ben, hein, voilà, c'est comme nos téléphones, c'est comme tout. Hein, tout est tracé, donc il y a le pour et le contre. Il y a des gens qui disent voilà, mais on va vers un euro numérique, ça va être terrible. Oui, mais bon. Donc c'est comme ça, l'histoire ne s'arrêtera pas. Donc effectivement, ben, l'intérêt pour vous, par contre, c'est que vous avez tous les faits et gestes quelque part qui seront journalisés et vous pourrez remonter sur des événements. Et donc là, ce sera relativement facile de trouver des anomalies s'il doit y avoir anomalie. Mais sachez que de toute façon, les plateformes agréées rejetteront automatiquement une facture non conforme. À prendre quelques plateformes agréées que vous choisissiez, que ce soit celle de Konica ou que ce soit Tartampion, du moment que votre flux n'est pas conforme, que votre facture n'est pas conforme, automatiquement, elle sera rejetée. Donc, vous ne pourrez pas l'envoyer, donc là, vous ne pourrez pas être payé. Voilà. Et vous devriez recevoir, donc, si possible, des factures conformes cette fois, puisque dans l'autre sens, c'est valable pour vos fournisseurs. Quand ils vont émettre une facture sur une plateforme agréée, elle se doit de vérifier la conformité de la facture. Voilà. Donc, ça va aussi permettre de fluidifier certains ERP, enfin, de fluidifier certains échanges qui étaient aujourd'hui des fois un peu douteux. Nous, on fait de la démat de factures depuis maintenant presque 15 ans. On voit encore des factures qui ont une TVA qui est fausse, vous voyez, parce qu'il y a eu des problèmes d'arrondi, 4 chiffres après la virgule transformés en un chiffre ou deux chiffres. Et puis après, on a un déséquilibre et on se demande où est le déséquilibre. Et quand on recalcule la totalité de la TVA, par exemple, sur des 30-40 lignes articles dans une facture, c'est marrant, on n'arrive pas au même montant que la facture qui a été émise par le fournisseur. Donc on a des petits deltas qui se baladent. Donc là, aujourd'hui, ces deltas seront jugulés, ça sera recalculé proprement. Et puis surtout, tous les termes nécessaires seront présents dans ce flux et donc vous permettront de l'intégrer aussi automatiquement dans votre comptabilité. Et ça aussi, c'est agréable puisque l'effort de saisie sera nul. Donc vous allez gagner en exactitude, ça c'est évident, et en pénibilité. Je profite de cette petite interlude pour préciser que vous avez un module questions. Je vous rappelle, je vois qu'il y a plusieurs questions qui commencent à être posées. On y reviendra en fin de webinaire. Donc là-dessus, on les rebalayera une par une. Alors, merci Marc pour cette précision sur ce qu'est la facture électronique au sens large. Comment nous, on s'insère dans cette démarche-là avec Comidoc en tant que solution de GED? Alors, aujourd'hui, on a fait évoluer l'offre Comidoc avec des offres essentielles, standards, et on va dire enterprise quelque part pour les grosses entreprises. Dans chacune de ces offres, on a prévu un module PDP en standard. Voilà.
PA. Donc, pourquoi plateforme agréée en standard dans toutes les offres? Ben, que vous en ayez une déjà de PA ou pas, déjà, vous aurez le choix. C'est important d'avoir le choix. On a fait un effort de gratuité sur les offres de base, ça c'est important. On a ajouté un coffre aussi qui vous permet d'avoir un archivage à vocation probatoire pendant 10 ans, c'est obligatoire, sachez-le. Vous devez de conserver vos flux pour l'administration fiscale pendant 10 ans, sachez-le quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est 6 ans, non, c'était papier. Le numérique, c'est 10 ans. Ça, c'est très, très important à garder en tête. Hein. Si vous avez une plateforme agréée, il faut qu'elle vous propose effectivement un archivage à vocation probatoire, hein, et non pas simplement une sauvegarde ou un backup. Hein, ça ne marche pas. Et puis de l'autre côté, ben, vous aurez effectivement le besoin de gérer différents types de flux, hein, puisque vous avez ce qu'on appelle le e-invoicing, qui est la facture numérique, on parlait tout à l'heure, hein, facture X, et puis vous auriez le e-reporting. Hein, voilà. Donc ça, ce sera pour les facturations à l'international, ça sera pour des aides de caisse, pour des gens qui ont des caisses, des magasins, vous voyez, des chaînes de magasins. Vous allez devoir transmettre vos aides. Et donc là, ils se feront sous forme de e-reporting. Et attention, pas forcément l'intégralité du Z de caisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle directive sur, par exemple, un restaurateur qui fait une facture à Konica Minolta qui nous invite à déjeuner ce midi. Dans un restaurant où on va être 30, donc ils vont avoir une facture supérieure à 150 euros, puisqu'il y a un plafond qui a été établi. Bah, automatiquement, le restaurateur va établir une facture. Donc il aura besoin du SIRET de Konica Minolta, donc il aura besoin d'informations. D'où l'annuaire centralisé qui a été créé. Donc on a repris l'INSEE, hein. La DGFiP a été intelligent. Ils ont repris l'annuaire de l'INSEE dans lequel toutes les entreprises sont recensées avec les numéros de SIRET et SIREN. Et à partir de là, ils vont établir une facture à Konica. Ben, cette facture, des repas où il nous a tous invités, là, tous les gens présents au webinaire, bon, c'est une blague, eh ben, elle sera importante, donc elle va dépasser ce seuil, et automatiquement, il va être obligé non pas de la transporter dans un flux e-reporting cette fois, donc qui était mettons Z de caisse, de la caisse, mais il va être obligé de faire un flux e-invoicing, donc une facture électronique, voilà, en direction de Konica Minolta, voilà, avec le numéro de sirène de Konica Minolta. Vous voyez, donc pour les restaurateurs, les buralistes et ces gens qui avaient des caisses enregistreuses avec une facturette des fois à côté, ou qui établissaient même la facture depuis la caisse, eh ben, il y aura deux flux de sortie, il n'y aura pas qu'un seul flux. Donc vous voyez, ça complexifie un peu quand même le quotidien de ces gens-là, il faut le savoir. Donc il y a quand même une pénibilité supplémentaire qui va s'installer là, pour à la fois les gens qui gèrent leur réseau de caisses enregistreuses, les gens qui gèrent l'ERP aussi de ces sociétés en interne, ils seront obligés d'avoir deux flux. Et puis vous, bien sûr, si vous travaillez à l'international, ou si vous recevez, par exemple, si vous envoyez des biens en Chine, par exemple, vous serez obligé effectivement de mettre une facture dans le flux e-reporting, qui est un flux EDI, hein, toujours pareil, normal, toujours pareil, avec toutes les informations nécessaires, mais moindre que le e-invoicing. Voilà. Après la conversion du PDF, ben, soit votre logiciel le fera, très bien, et donc là vous aurez un format FactureX prêt, soit il ne le fera pas, puis on s'en chargera. Quand vous chargerez vos factures sur le système Comidoc, automatiquement le système va transformer vos PDF actuels en FactureX, et s'il manque des informations, il vous demandera de les compléter, ou pourquoi pas, il ira les chercher dans des bases de données externes, ce qui est possible, puisque moi j'ai des clients qui ont des S400, qui ont des logiciels très complexes, qui ont été établis depuis plusieurs années. Les modifier, la modification est très coûteuse, donc ils ne vont pas s'engager dans cette voie-là. Ils préféreront gérer des bases de données externes avec des renseignements complémentaires, par exemple, pourquoi pas les SIRET, s'ils n'étaient pas présents. Puisqu'avant, on n'avait pas les SIRET dans notre base de données commerciale forcément, et donc on ne les affichait pas sur les factures clients, destinataires. Bon, ben là, on sera obligé de les afficher. On a vu, rappelez-vous, le numéro de TVA intracommunautaire était obligatoire. C'était un peu la foire quand ça s'est mis en place, parce qu'on ne l'avait pas non plus dans nos systèmes. On a été obligé de le rajouter. Pour certains clients, ça a été douloureux parce que les systèmes étaient anciens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a proposé une gestion parallèle de ces numéros-là avec des bases de données parallèles leur permettant de populer ces informations pour avoir des factures conformes et conformément aux règles des procédures fiscales, quoi. Donc, le livre des procédures fiscales, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est celui de Bercy, on le suit. Hein. Donc, en cas de contrôle fiscal, on pouvait être amendé si la facture ne comportait pas les termes de conformité qu'avait fixé Bercy à l'époque. On pouvait être amendé, sérieusement même. Voilà. Donc, l'archivage, la conversion, les invoicing, les reporting. Ça, c'est 4 choses qu'il faut avoir en tête, c'est important. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est peut-être complexe au premier abord si vous découvrez aujourd'hui, je dirais,
les entres de la facture électronique grâce à ce webinaire que l'on a organisé. Mais sachez que ces 4 items-là sont très importants et indissociables. Voilà. Donc, si vous ne les avez pas, remettez-vous en cause et consultez effectivement un sachant dans le domaine. Et justement, Après, tu as évoqué ces 4 fondamentaux. Après, tu as plein d'autres fonctionnalités aussi qui viennent nativement de la JET qui vont ouais. alimenter le processus de facture électronique. Alors, effectivement, il va falloir inscrire vos clients. Vous allez être inscrit sur une plateforme agréée, donc on va recevoir votre inscription. Puis après, il y a un annuaire. Donc, je rappelle, hein, c'est celui de l'INSEE. Et à partir de là, il va falloir vous inscrire dans l'annuaire. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, quand on aura une facture, on va regarder où être inscrit votre client, sur quelle plateforme agréée il est inscrit. Donc, quand vous allez transmettre une facture au système Comidoc, donc ça va se déposer automatiquement. On va bien sûr la rendre conforme, comme je vous disais précédemment. Et une fois qu'on l'aura donc rendu conforme, nous allons effectivement chercher le récipiendaire. Alors, c'est un terme un peu pompeux aussi, hein. Donc ça, c'est le destinataire de la facture. Et à partir de là, on va le trouver dans l'annuaire INSEE. Et bien sûr, s'il n'existe pas, votre facture va passer en erreur et on va vous signifier que votre client n'existe pas, que le numéro de SIRET est un faux, par exemple. Donc, on va se baser uniquement sur le numéro de SIRET. Donc, faites attention à ça parce que ça va être le juge de paix de la facture électronique. Après, vous aurez des notifications. Alors, il va pouvoir avoir des notifications, donc il y a un suivi des statuts, hein, donc il y a un cycle de vie quelque part, hein, de cette facture que vous envoyez, qui existe aujourd'hui, hein, ce cycle de vie, on le connaît, hein, je ne suis pas d'accord avec ta facture, les quantités sont erronées, tu ne m'avais pas dit tel montant, mais là aujourd'hui ça se fait soit par email, soit par téléphone, et ça se règle bon an mal an. Là aujourd'hui, ça sera totalement automatisé puisque vous allez automatiquement avoir un module qui va vous permettre de répondre à ces interrogations que votre client aura eues sur la demande d'un avoir ou la demande de modification de la facture. Donc ça, effectivement, ce cycle de vie du document, lui, va être relativement complexe parce qu'il y a des métiers où il peut être très complexe, surtout quand on a un tiers payeur différent du donneur d'ordre. Vous voyez, donc il y aura donc 2 tiers qui seront au milieu de tout ça. Bon, je prends par exemple le BTP, les facteurs de débours. Vous voyez, quand on a donc il y a plein d'exceptions comme ça fiscales. Donc elles sont gérées, hein, sur nos plateformes, d'accord. Sachez-le, il y en a une trentaine. En fonction de certains métiers. Il y a des métiers un peu plus complexes que d'autres, hein. C'est sûr que si je plante mes pommes de terre et je vends mes pommes de terre, ça va être relativement facile, d'accord, et encore quoique. Mais si effectivement je fais du transport d'alcool, j'aurai des acquis, des congés. Si effectivement j'ai de la facturage, puisque je donne mes factures à une banque qui me les paye d'avance. Voilà, vous avez un tiers qui est payeur qui n'est pas le même, c'est pas à moi que vous allez régler la facture, c'est à la banque. Donc il va bien falloir l'indiquer sur la facture. Ça, aujourd'hui, on n'indique pas. Donc, vous voyez, les informations nécessaires dont on parlait tout à l'heure, elles ne seront pas aussi anodines que cela. Donc, il va falloir qu'effectivement, vous commenciez à vous poser ces bonnes questions, de dire, est-ce que j'ai vraiment toutes les informations? Est-ce que je peux les obtenir? Parce qu'il y a des informations que vous n'aurez pas forcément dans votre CRM actuel. Voilà. Et puis après, une fois on a envoyé une facture, ou même qu'on reçoit une facture, puisque notre plateforme va vous transmettre les factures à destination, envoyées par vos fournisseurs, puisque vous aurez un numéro sur votre plateforme, et votre numéro de SIRET sera attaché à une plateforme agréée. Et donc, à partir de là, vous aurez le circuit de validation, hein, donc le purchase to pay, ce qu'on appelle communément en anglais. Hein, donc ça, c'est quand même un truc de dingue. Mais bon, grosso modo, le purchase to pay, c'est tout simplement, je reçois une facture fournisseur et je la paye. Donc, effectivement, j'achète et je paye. Mais là, il y a un circuit de validation. Est-ce que la facture, c'est bien ce que reflète bien le bon de commande, reflète bien le devis? Est-ce que le cas de livraison a bien reçu? Est-ce que les produits étaient conformes? Est-ce que les dates de validité dessus étaient bien celles qu'on nous avait proposées? Vous voyez, donc, est-ce que les numéros de série rentrent bien dans notre truc pour les garanties? Et ça fait partie d'un système qu'on appelle les workflows, nous, sur la plateforme Comidoc. C'est totalement automatisé. Ça vous permet de gagner un temps incroyable et ça va vous permettre de faire circuler cette information dans l'entreprise avant que la comptabilité, le service compta, ou pourquoi pas, des fois ça peut être la DV, ça peut être le DAF, ça peut être la compta, ça dépend comment est organisée votre entreprise, puisse se dire, bon, là, tout le monde a validé cet acte de commerce, hop, je le valide, je dis OK, il rentre automatiquement en compta et donc notre système va vous générer les lignes comptables nécessaires pour que vous puissiez l'avoir dans vos journaux d'achat. Voilà. Et puis bien sûr, s'il y a eu un paiement, on va générer aussi l'écriture de paiement. Donc vous voyez, les écritures à générer vont s'automatiser totalement et ça c'est quand même bien. Nous, on voit bien, on installe, on a
3000 clients qui tournent avec nos systèmes de factures, de systèmes de lecture automatique de factures d'achat et de saisie automatique en compta, on voit bien qu'il y a eu un avant et un après pour les services, hein, parce que saisir de la facture, c'est pas tellement valorisant. Surtout en plus on est sujet à erreur. Là, l'imputation des comptes est automatisée, elle est proposée, vous voyez, donc même si on a un stagiaire qui remplace le comptable qui peut avoir un problème ou pourquoi pas des vacances, tout simplement, les flux de saisie continuent, alors qu'avant ça s'arrêtait, par exemple. Vous voyez, donc ça offre une certaine souplesse, mais surtout ça offre une rigueur dans le chiffre. Vous voyez, on n'en parle pas assez, parce que l'erreur étant humaine, on sait très bien qu'en saisie on se trompe. Hein, donc on ferait pas des pointages, on n'aurait pas besoin de pointer si on se tromperait pas. Et donc à partir de là, sachez qu'effectivement, les rapprochements servent à ça aujourd'hui, mais ils sont facilités dès qu'on automatise la chaîne de facture d'achat dans l'entreprise. On le voit bien, quoi. C'est simplement énorme, quoi. Et le gain financier est aussi énorme. Voilà. Donc voilà ce qui va avoir, je dirais, en principale fonctionnalité sur le module PA, et on va voir plus tard, là, sur le slide d'après, qu'effectivement, on va rentrer en granularité sur l'archivage à vocation probatoire. Alors ça, c'est important. Il faut qu'effectivement, vous ayez des systèmes normés. Donc nous, on est coffre certifié NF 203. Donc ça, c'est une norme hein, qu'on a portée aussi avec Jean-Luc Pascon chez nous. Et cette norme va permettre, grâce à ce coffre-fort électronique, de pouvoir avoir un état conservatoire probant. Donc pourquoi? Puisque vous allez stocker tout l'historique du document qui va rentrer dans ce coffre et il va être scellé. Et donc ce document ne pourra pas être modifié. Voilà. Donc ça vous assure l'intégrité conservatoire dans le temps. Et ça, c'est important puisque, on l'a vu tout à l'heure, l'état conservatoire doit être de 10 ans, mais pas forcément que de la facture. Puisqu'on va parler tout à l'heure de la piste d'audit fiable, et vous verrez que c'est un autre sujet qui est très peu abordé par nos sœurs hein, et nos frères, et encore moins souvent par les comptables et les commissaires aux comptes. Mais sachez que Bercy n'aura plus de contrôle de TVA. Ils vont même vous proposer une élaboration de la déclaration mensuelle, donc en fonction de vos déclarations de flux, hein, donc réception-émission. Hein, donc j'envoie tant de factures clients, je reçois tant de factures fournisseurs. Donc ils vont essayer de vous pré-remplir votre déclaration de TVA. Ça, c'est une chose qu'il faut quand même aussi avoir en tête. Et pour ce faire, il va falloir, nous, qu'on prouve que ce qu'on déclare est juste et ce que l'on achète est juste. Et puis surtout, quand on aura un contrôle fiscal, lui, il ne va plus contrôler la TVA. Il aura déjà contrôlé à distance votre TVA. Donc, quand il va arriver chez vous, qu'est-ce qu'il va contrôler? Eh bien, Bernard Cheval, lui, le contrôleur de l'État, il va arriver chez vous, il va vous demander la véracité de vos factures. Parce qu'on dit, OK, on a géré le flux électronique, c'est génial, ça permet effectivement de juguler un trou de TVA de plus de 15 milliards, et ça, je l'entends, mais la fausse facture, elle restera toujours. C'est-à-dire qu'elle soit électronique, signée, signature électronique, tout ce que vous voulez, cachet, serveur qualifié, mais ça sera toujours une fausse facture. Donc, malheureusement, le système aujourd'hui mis en place, donc effectivement de la facture électronique française et même dans les autres pays, ne permet pas de détecter si cette facture est réelle ou non. Donc, je vous prends un exemple simple pour comprendre. Johan est mon fournisseur depuis, ou je suis son client depuis, son fournisseur depuis 20 ans. Il a un problème de TVA ce mois-ci parce qu'il est juste en trésorerie. Il peut me dire avance-moi une facture parce que je vais lui réaliser l'année prochaine ou fin de cette année des gros travaux chez lui. Je vais lui faire une dalle, le toit, ou je sais pas quoi. Et je vais lui faire une facture d'avance. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Et lui, il va pouvoir la déclarer, donc il aura moins de TVA à payer. Et c'est ça que Bernard Cheval va venir pister. Alors, avec la facture électronique, on arrivera à discerner, mais lui va demander l'exactitude de l'acte de commerce. Donc, si je devais livrer chez Johan Dupont une charpente, il va me demander l'achat de ma charpente. Il va me dire, mais monsieur Légier, vous l'avez acheté où, votre charpente? Je vois une facture. Là. Le bois, il vient d'où? Ah, d'accord, ok. Ah, vous l'avez, d'accord, acheté dans les Vosges. Très bien. D'accord, mais en atelier, il n'y a pas d'ordre de fabrication. Là. Comment elle s'est fabriquée toute seule, cette charpente? Ah bah si, regardez, monsieur Cheval, hein, j'ai un ordre de fabrication 2832. Ah, d'accord. Mais attendez, la livraison, je n'ai pas de bon de livraison de la charpente à monsieur Dupont. Attendez, monsieur Valégier. Ah bah si, regardez, j'ai le bon de livraison des transports du champ, vous voyez, qui a livré monsieur Dupont. Ah, d'accord. Alors, on va regarder les dates, mais il va me dire, monsieur Valégier,
Votre charpente, elle était livrée en décembre, mais votre facture, vous l'avez mis en octobre ou en septembre. Ouais. Donc là, ils vont pouvoir pister effectivement la réalité de l'acte de commerce, hein, donc sérieux et conforme. Donc là, la PAF, la piste d'audit fiable, vous allez en entendre parler de plus en plus dans les années qui vont venir. Et ça ne sera pas, je dirais, dans 5 ans qu'il va falloir vous réveiller, parce que votre prochain contrôle fiscal, qui peut arriver dans 4 ans, tous les documents numériques qui auront servi à établir cette facture, donc on en parlait, hein, l'ordre de fabrication, l'achat du bois, le bon de livraison, la facture, bien sûr, le bon de commande, pourquoi pas le devis signé par Johan Dupont, vous voyez, sur cette charpente, devra faire partie intégrante des pièces à remettre au contrôleur fiscal. Sachez-le. Donc aujourd'hui, on court dans nos armoires d'archives avec nos boîtes en carton pour aller chercher tout ça. Ça demande une énergie incroyable quand ils nous demandent ça, parce que de temps en temps, ils le demandent, même souvent. Là, ça sera automatisé. C'est-à-dire que tous les documents vont être liés avec un ID unique, et puis ça va se stocker dans un coffre. Et à partir de là, quand le contrôleur arrivera, on va lui ouvrir le coffre, et à partir de là, il aura effectivement toute l'information nécessaire pour procéder à son contrôle. Donc, on va gagner du temps. On ne sera pas dans la suspicion d'avoir réalisé un acte de commerce non conforme qui sera durement réprimé. Et les montants seront même, je crois, jusqu'à 80% du montant de la facture. Vous voyez, donc, ça peut faire très mal. Et puis de l'autre côté, le temps gagné, quoi, puis la sérénité. Ça s'applique aussi bien pour un contrôle, mais aussi pour vos commissaires aux comptes. Parce que votre commissaire aux comptes, il regarde votre PAF. Vous ne le savez pas forcément parce qu'il ne vous en parle pas forcément, mais lui, il fait ce qu'on appelle du picking quand il fait le contrôle en fin d'année. Donc, quand votre commissaire aux comptes, effectivement, contrôle vos comptes en fin d'année, il va vous demander souvent vos factures d'achat fournisseurs, vos bons de livraison, les traces du paiement de la facture, comment elle a été acquittée, est-ce qu'elle a été payée en plusieurs fois, une seule fois. Et donc, il va rassembler ces informations et il va bien attester que l'acte de commerce a été réel et conforme et sérieux. Voilà. Donc, attention à ça. Et donc, pour tout cela, il va bien falloir que vous puissiez prouver que le document qui a été mis dans votre système informatique est réel, conforme et pas modifié dans le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas altéré les dates du document, les montants du document, enfin, les valeurs nécessaires à affirmer que votre facture reflète effectivement la réalité des biens ou services opérés. Hein. Ça, c'est important. Donc, il va vous falloir un dossier de preuve en cas d'audit ou de litige. Et ce dossier de preuve, qu'est-ce qu'on fait, nous, sur la plateforme agréée qui sera intégrée dans Comidoc? On va effectivement sortir tous les journaux, ce qu'on appelle de log. Donc, c'est des journaux de traçabilité, à quelle heure ça s'est connecté, à quelle heure le document a transité à la DGFiP, à quelle heure il a été modifié sur la plateforme. Bien sûr, il y aura un cachet serveur qui sera appliqué, donc il y aura une signature quelque part, vous voyez, qui va faire en sorte que le document va être scellé. Et puis après, le document, lui, va se retrouver dans le coffre avec tous ces petits journaux qui vont permettre, en cas de litige, ou en cas de non-conformité pouvant être attesté par Bernard Cheval, le contrôleur, de s'inscrire en faux, bien sur nos deux jambes, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on sera capable de lui prouver le cheminement global de notre acte de commerce. Et sachez que le futur contrôle fiscal, attention, il va être automatiquement là-dessus, puisqu'ils n'auront plus de TVA à contrôler, sachez-le. Donc, ne vous faites pas de ne vous faites pas de fausses idées là-dessus. Le contrôle perdurera, il se renforcera de plus en plus, mais il va légèrement dériver plutôt sur la véracité de qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise que la TVA a-t-elle été déclarée le 30 du mois et de quel montant elle a été déclarée, est-ce qu'elle a été acquittée. Voilà. Donc faites attention à ça parce que ça va être un des domaines de la DGFiP, un des domaines parlants de la DGFiP. Voilà. Donc, notre offre PA en standard, oui, pourquoi on a voulu que toutes les petites entreprises puissent en bénéficier sans faire d'efforts supplémentaires. Ça, c'était important. Pourquoi? Parce que elles auront déjà un effort de mise en conformité de leur facture, comme je vous l'ai dit, si elles n'ont pas le numéro de série, enfin, rajouter, oui, je vais faire des efforts de mise en conformité de ce que l'on appelle du flux qui va transiter sur nos plateformes. Nous aurons un système qui va vous donner automatiquement les indications et la marche à suivre pour les rendre conformes. Donc ça, c'est important. Vous allez gagner beaucoup de temps. Et bien sûr, vous aurez plein de fonctionnalités que la JED déjà a, Comidoc, puisqu'une JED a beaucoup de fonctionnalités sur le côté documentaire. Et vous garderez ces fonctionnalités et cette fonctionnalité va être augmentée d'un module qui va s'appeler donc
on va dire plateforme agréée ou PDP, directement en standard. Et plus tard, vous allez voir des capteurs d'écran que l'on a fait pour vous montrer un peu la facilité d'accès à cette fonctionnalité. Et surtout, vous allez pouvoir avoir aussi un peu de ce qu'on appelle de BI, de business intelligence, parce qu'aujourd'hui, on parle réforme, on parle contrôle, on parle piste d'audit fiable, enfin que de trucs pas marrants. Et ben moi, je vais vous parler d'un truc marrant, c'est optimisation de la trésorerie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le nerf de la guerre d'une entreprise. Et donc, le truc marrant, c'est que vous aurez effectivement un moteur d'IA qui va tourner sur notre plateforme, qui va vous permettre, grâce à des widgets qui sont déjà existants dans l'offre Comidoc depuis maintenant 1 an, programmables, de pouvoir donner des informations au métier de l'entreprise. Alors, pourquoi je dis donner des informations au métier de l'entreprise? Parce qu'on fait tous un métier différent dans nos entreprises. Vous voyez, moi, j'ai différentes entreprises, mais dans chacune de mes entreprises, les DAF ne travaillent pas de la même façon. Ils ont chacun un métier spécifique, vous voyez, qui est adapté au métier de l'entreprise. Et donc, il faut qu'on leur donne ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs propres à leur métier. Pour que quand ils se connectent le matin sur leur écran d'accueil, ce qu'on appelle le dashboard, il faut qu'ils aient des informations pertinentes leur permettant d'agir immédiatement. Et ça, c'est important. Alors qu'avant, il fallait faire des requêtes, il fallait faire des états, non, c'est fini ce temps-là. Automatiquement, le produit lui-même doit aller requêter des informations pertinentes, nécessaires au métier de la personne tous les matins. Ça, c'est très, très important. Donc, on va le voir plus loin et vous allez voir comment ça se profile. Voilà. Donc, après, vous aurez la possibilité. Alors, il y a un débat sur le cachet serveur ou la signature électronique sur la facture. Elle n'est pas obligatoire du moment que vous avez une piste d'audit fiable écrite en interne. Alors, c'est quoi une piste d'audit fiable écrite? Ça veut dire que vous prenez un document from scratch, feuille blanche, dessine-moi un mouton, c'est à peu près ça. Donc, sauf que là, vous n'allez pas dessiner un mouton sur votre feuille blanche, vous allez simplement écrire votre process d'achat-revente, d'accord, clairement défini dans l'entreprise. Qui achète, qu'est-ce qu'il achète, où il achète, comment je crée mon produit, comment je l'emballe, par exemple, comment je le livre, comment je le facture et comment je suis payé. Ça s'appelle la PAF. On en parlait tout à l'heure, c'est le picking que fait votre commissaire au compte quand il vient, si vous êtes assujetti au commissariat au compte, qui vient effectivement vous demander des informations sur des fois une facture fournisseur ou sur une facture client. Et c'est exactement ça. Donc, ça, c'est des options qui seront possibles, puisqu'on a des clients qui ont déjà des signatures électroniques, donc des cachets serveurs sur leur facture, qui les affranchissent de la PAF sur la TVA de cette facture. Et il y a un amalgame qui est souvent fait, même par les commissaires aux comptes ou les comptables, parce que c'est toujours un peu nébuleux. Vous voyez, le livre des procédures fiscales reste toujours quand même une grande nébuleuse, ça arrange tout le monde, parce que tout est discutable, comme dirait l'autre. Mais l'idée, c'est de dire, effectivement, quand je signe une facture, j'approuve que la TVA est conforme sur ma facture. Je dédouane qui va la réceptionner d'un contrôle sur la TVA de cette facture. Et puis, la personne qui va la réceptionner doit s'enquérir que votre signature est en validité, c'est-à-dire qu'elle est conforme aussi. Donc, dans Adobe Acrobat, on le voit très bien. Quand on ouvre un document qui est signé, on a un petit bandeau en haut, soit c'est rouge, soit c'est bleu. Et à partir de là, ça nous dit attention, signature non conforme ou conforme, c'est-à-dire expirée de date ou pas. Donc, ça, c'est la première étape. Nous, on le fait automatiquement. Donc, vous aurez le choix, bien sûr, de décider. Soit vous le faites déjà, vous continuerez à le faire. Soit vous ne le faites pas, on vous incitera peut-être à y aller. Après, vous aurez un espace de stockage complémentaire. Là, c'est le coffre. Donc là, qui est intégré directement dans la plateforme, qui va lui réceptionner les fichiers de preuve, tous les documents nécessaires à un futur contrôle. D'accord. Après, vous avez l'export comptable automatisé. Donc là, on le fait depuis maintenant 15 ans dans les majeurs, sur à peu près sur tous les produits du marché. Et puis, on a des formats même maison pour certains clients qui ont vraiment des systèmes, des ERP maison, donc qui importent de certaines façons avec des portes logiques différentes. Voilà. Donc là, effectivement, c'est totalement configurable. Et puis, la conversion, tout à l'heure, j'en ai parlé. L'offre Essential comprend automatiquement la conversion du PDF vers le format FactureX, tout en vous donnant les anomalies et puis les rectifications nécessaires à apporter au document si, bien sûr, il comporte une anomalie. Et puis, bien sûr, tous les workflows avancés vous permettant de faire circuler cette information, aussi bien pour la DV, donc l'administration des ventes, avant d'émettre une facture, ou en recevant par exemple, pourquoi pas, un devis ou un bon de commande pour valider la viabilité du bon de commande, la disponibilité des produits en interne. Tout se fait par un simple workflow qui a simplement un besoin de validation de l'opérateur, soit sur son mobile, soit sur son PC. Et puis, bien sûr, le document vit sa belle vie dans l'entreprise et arrive à destination une fois que tout le monde a validé le workflow, ou prend un autre chemin si le workflow n'a pas été validé, si le document n'est pas conforme.
ou si la promesse du fournisseur n'a pas été tenue, parce que les quais ont reçu des anomalies dans la livraison, la palettisation n'était pas bonne, il y a de la casse sur les objets, donc ça va demander un avoir. Donc on va effectivement automatiquement, grâce à ces workflows avancés, automatiser toutes ces demandes d'informations qu'aujourd'hui, souvent, on fait en interne avec des mails, des coups de fil, des bannettes, avec des formulaires, avec toute une complexité qu'on va enlever. Pourquoi? Parce que dans ces workflows, on va créer des formulaires métiers. Donc, on va reproduire les formulaires utilisés actuellement dans vos métiers au format papier, au format Adobe PDF qui circulent dans les mails. Automatiquement, ça va être intégré dans des workflows, donc des automates qui vont permettre aux collaborateurs, aux métiers, de pouvoir s'exprimer dans ce formulaire, vous voyez, alors qu'avant, il était obligé de faire un mail, de prendre le truc, de l'envoyer, et on perdait un temps incroyable. Et puis surtout, on n'était pas forcément dans l'exactitude. Voilà. Et ça, c'est important. Marc, tout à l'heure, tu évoquais la nécessité absolue de la sécurité, de la conformité et de la souveraineté de vos hébergements, etc. Est-ce que tu peux en dire un peu plus rapidement pour démontrer la conformité d'OpenBee? Ouais, à l'époque, quand j'ai créé OpenBee, j'ai choisi Orange comme partenaire hébergeur parce qu'il me fallait quelque chose de souverain. On avait aussi, nous, de l'hébergement pour les données de santé, ce qu'on appelle HDS. Et puis, on avait des officines gouvernementales qui travaillaient avec nos produits. Donc, nous nous sommes fixés avec Orange. Pourquoi? Parce que c'est un opérateur souverain. C'est notre opérateur télécom national. Bien sûr, ils sont certifiés 27001 comme nous. Ils sont conformés à un GPD. Et puis, nous sommes clients référents avec Orange pour leur agrément SecNumCloud. Donc, on a passé l'agrément SecNumCloud avec Orange et on était le client référent parce que vous devez avoir des clients référents quand vous allez dans l'agrément SecNumCloud. Donc, on était le client référent SecNum. Et donc, on est hébergé sur une brique d'hébergement qui n'est pas une brique d'hébergement traditionnelle. SecNumCloud, c'est des normes très, très drastiques au niveau sécuritaire pour les data centers. Donc, ça isole énormément les systèmes. C'est des gestes de proximité sur certaines actions qui doivent être faites en local. Vous voyez, donc, ça n'a rien à voir avec un hébergement classique cloud que vous connaissez partout, qu'on vous propose tous les jours. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un hébergement qui rend étanche totalement les briques, système, et puis bien sûr les données hébergées dans ces data centers SecNumCloud, sur ces briques SecNumCloud, ça nous permet de garantir une sécurité optimale. Donc ça, c'était important. Et sachez que c'est une directive qui avait été demandée pour être plateforme agréée. Il fallait absolument être hébergé sur un environnement SecNumCloud et pas ailleurs. Voilà, sachez-le quand même. Donc une PA, une plateforme agréée ou ex-PDP, se doit effectivement d'être sur un hébergement SecNumCloud. Après, bien sûr, authentification à double facteur. Alors nous, on l'a depuis maintenant 15 ans. Voilà, parce qu'on travaille dans le domaine aussi de la sécurité, défense, enfin dans plein de domaines qui nous le demandaient il y a 15 ans. Donc on l'avait intégré dans nos produits. Donc, vous aviez ce qu'on appelait le 2FA. Voilà. Donc, pareil, ces acronymes, il y en a tellement de partout, j'essaie de les franciser, mais même moi, des fois, je m'y perds et j'y arrive pas. Le chiffrement des données de bout en bout a toujours été opéré sur nos systèmes et les politiques de mots de passe forts avec effectivement des valettes qui vont vous permettre de conserver vos mots de passe, mais surtout de les renouveler pour pas qu'ils soient utilisés pendant 3 ans et qu'un jour, vous avez effectivement un pirate qui arrive à le comprendre et à passer parce que votre mot de passe n'a pas été renouvelé. Dans la norme 27001, vous avez un renouvellement automatique des mots de passe qui doit être à des fréquences définies dans l'entreprise. Voilà. Donc tout ça est intégré sur la plateforme Comidoc et dans le module, bien sûr, PA, voilà, plateforme agréée. Voilà. Alors justement, quand tu parles de plateforme agréée, il y a un éternel débat, parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs aussi sur le marché qui ont commencé à parler PA, on le voit sur la liste des plateformes agréées. En cours d'agrément, tout du moins. C'est quoi la valeur ajoutée d'une JET PA par rapport à une PA seule, en fait, qui ne propose pas des fonctionnalités de JET? La PA seule, elle aura du mal pour la PAF, puisqu'elle n'aura pas vos BL, elle n'aura pas vos devis, elle n'aura pas vos bons de commande, elle n'aura pas l'ADN documentaire de l'entreprise qu'une JET a. Puisque dans une JET, quand vous adoptez une JET dans l'entreprise, le but, c'est quand même d'y verser tout le fonds documentaire. Vous savez, je vous raconte un petit truc. Je me battais avec certains conseils de l'ordre, entre autres les conseils de l'ordre, commissaire en compte, comptabilité. Mais je leur disais, aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas logique, quand vous avez une entreprise, moi, j'ai différentes entreprises. Si je fais un effort d'informatisation dans mon entreprise, donc je mets une JET, par exemple,
au bout de 5 ans, je vais avoir un capital digital. Vous voyez, ça va créer un capital pour l'entreprise. Je vais avoir une mémoire digitale. Ça veut dire que si Marc Balégier, qui était le sachant de la boîte, parce qu'il avait un mode opératoire pour faire telle recette, ou un savoir-faire qu'il n'a pas partagé parce qu'il est parti en retraite, par exemple, vous voyez, on va le perdre. Ça va être perdu. Et donc, il y a beaucoup de métiers qui ont effectivement des acquis par des hommes, parce que c'est l'homme qui fait l'entreprise, et ce n'est pas l'entreprise qui fait l'homme, ça c'est évident. Et donc, ce capital digital va permettre de garder en mémoire effectivement toutes ces actions que faisait Marc Balédier. Et là, on va les perdre quand il va partir. Et donc, le fait d'avoir une entreprise qui n'a pas une GED, elle n'aura pas de capital digital à sa transmission. Donc, est-ce que c'est normal qu'une entreprise soit valorisée au même coût, au même prix, pardon, si elle a une GED ou si elle n'a pas de GED? C'est-à-dire si elle a une mémoire digitale ou si elle n'a pas de mémoire digitale. C'est un capital digital. Ça doit être mis au capital de l'entreprise. Donc, ça doit être valorisé. Et malheureusement, en France, on voit bien que dans les normes de valorisation des entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment plébiscité. Donc, l'entreprise peut travailler au papier-crayon aujourd'hui, même chiffre d'affaires, même collaborateur, même résultat. Grosso modo, le prix de vente sera le même. Vous voyez. Alors après, on ne parle pas de machines-outils ou de matériel immobilisé, mais grosso modo, si on regarde le bilan comptable d'une entreprise ou le compte de résultat, bon, on ne va pas regarder si l'entreprise est totalement full digital, qu'elle a fait cet effort quand même qui est important de passer au full digital pour pouvoir effectivement transmettre une mémoire digitale, donc un capital digital au repreneur, d'accord, à l'acheteur. Eh ben, on n'aura pas de différenciant. Et ça commence à arriver. Aux États-Unis, ça arrive, et en France, ça va arriver, puisqu'on a toujours un peu un temps d'allumage différent. Mais grosso modo, sur le territoire européen, vous verrez que dans quelques années, on va se préoccuper sur les valorisations d'entreprises, de savoir si cette entreprise a un capital digital ou pas. Voilà. On a le capital humain, c'est le principal, parce que sans humain, sans collaborateurs, l'entreprise n'existe pas. Hein. Ce n'est pas le patron qui fait l'entreprise, c'est les collaborateurs qui font l'entreprise, il ne faut pas l'oublier. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que quand on a un sachant qui part dans l'entreprise, malheureusement, tout part avec lui. Alors que quand on a une GED, écoute, tout va pouvoir être consulté, tout va pouvoir être, je dirais, la continuité va être assurée. Et ça, c'est important de garder ça en tête. Une GED, c'est pas simplement l'organisation de l'entreprise, ça en fait partie, mais c'est surtout son capital digital. Voilà. Et le capital digital, ça a une valeur. Donc ça, c'est important. Donc après, il y a beaucoup de gens, moi je vois beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de GED, qui ont des serveurs Windows avec les docs posés dans des répertoires, comme il se fait, ou des Dropbox en cloud pas organisés. Donc malheureusement, on ne peut rien en faire, on peut pas en faire grand-chose. Donc pourquoi? Parce que c'est pas, comment dire, ça ne nous donne pas l'information que reflètera la qualité de documentaire qui sera mis sur ces systèmes. La qualité documentaire, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du document? Comment ce document, est-ce que j'ai un moteur de recherche style Google qui va pouvoir fouiller dans le document pour aller me chercher l'information vitale dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai un moteur d'IA capable effectivement d'aller synthétiser des informations dans X documents et même dans X logiciels attachés à la GED? Parce qu'une GED, ça se connecte à votre écosystème SI. Donc une GED qui n'a pas la possibilité, la faculté simple de se connecter à n'importe quel système ouvert, oubliez, ça me servira, ça sera exactement le pendant de votre serveur Windows aujourd'hui, malheureusement. Donc, il faut que votre système puisse se connecter, ça c'est important. L'interopérabilité aussi est importante. Il ne faut pas que vous soyez prisonnier d'un format. Parce que moi je me rappelle dans le temps, il y avait des GED qui transformaient les documents dans un format. Et quand les clients voulaient migrer, ils nous appelaient en disant, bon, on ne veut plus, ça ne marche pas bien. Eh ben, on disait, oui, mais votre format, là, désolé, on ne peut pas le lire. Ah bon? Eh oui, ça avait transformé les documents dans un format propriétaire. Donc, il faut que l'interopérabilité soit assurée. Sachez que la norme NF400, NF203, la norme coffre-fort électronique, vous exige l'interopérabilité. Le logiciel doit pouvoir exporter les données dans un format intelligible pour pouvoir changer de coffre-fort et d'acteur coffre-fort électronique à tout moment. Vous voyez, et ça, c'est important. C'est ce qu'on a avec le FEC. Dans les comptabilités, vous avez le fichier des écritures comptables que vous connaissez. C'est ce que vous demande le contrôleur fiscal souvent quand il vient vous contrôler. Il vous demande l'export du FEC. Ça a mis 10 ans avant d'être normalisé correctement entre les éditeurs. Mais aujourd'hui, un FEC est interopérable. Ça veut dire qu'un journal d'achat, normalement, je dois pouvoir le relire avec un autre logiciel comptable et l'intégrer. Ça, c'est l'interopérabilité. Donc, important de garder à l'esprit de ne pas se faire prendre en otage, aussi bien par votre PA, qui doit vous assurer que vos documents qui seront mis, par exemple, dans un coffre, s'il dispose d'un module coffre, il y en aura très peu,
parce qu'on est un des rares, nous, en tant qu'acteur GED, à avoir développé le coffre dans la GED et avoir nos propres normes. Mais sachez qu'ils doivent vous garantir l'interopérabilité afin que vous puissiez changer d'acteur à tout moment et ne pas être pris en otage par un acteur digital. Et ça, malheureusement, ça a été la nuit pendant des années dans le logiciel. Et puis là, aujourd'hui, nous, on se bat depuis 20 ans pour que ça soit effectivement ouvert, hein, d'où le nom OpenBIN. Voilà. Donc, la GED devient le dispositif après de gestion de l'entreprise, sachez-le, hein, puisqu'elle a l'information de tous les services. Donc ça, c'est important à matérialiser dans l'esprit, de se dire, bah, si je dis à tous les services, mettez les documents, au lieu de les mettre sur un serveur Windows, mettez-les dans la GED, ils vont se classer automatiquement. Il y a des règles de classement. Ça donne une hygiène de classement obligatoire. Donc, c'est plus la foire du classement avec des répertoires sous répertoires où on recherche l'information, on n'arrive pas à la trouver. Ça va donner les versions de documents. Je touche votre devis ou votre bon de commande que vous avez fait ou votre plan que vous venez de finir. Je l'ouvre, je le modifie, je l'enregistre. Automatiquement, je saurai qu'est-ce que vous avez modifié, quelle va être la version qu'a utilisée Johan Dupont et quelle version a utilisé Marc Balédier. Ça, c'est anodin, mais c'est tous les jours. Vous voyez, t'as pas le dernier fichier Excel à jour, hein. Combien de fois on entend ça dans les entreprises, voilà. Vous imaginez ce coup de frottement entre collaborateurs. Moi, je bosse, vous me dérangez pour un fichier Excel, savoir c'est le bon. Alors, je suis en train d'être sur une formule mathématique et je me casse la tête depuis tout le matin. Et je vais interrompre mon métier pour pouvoir vous donner par email le bon fichier Excel. Ouais, c'est dépassé, c'est fini, on n'est plus performant. Donc, il faut bien vous dire qu'une GED, ce n'est pas simplement un stockage documentaire. C'est un stockage intelligent. On a des moteurs d'IA derrière, capables effectivement de vous donner des informations pertinentes sur votre entreprise. Tout à l'heure, je parlais des widgets, on va le voir puisqu'on a des photos d'écran, mais on a des widgets, donc ils sont des petits carrés, hein, on appelle ça widget parce qu'il fallait bien les appeler. Là, vous voyez, il y a les accès rapides, et automatiquement, vous voyez nombre de factures à traiter, favoris, montant litige. Et bien là, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et dedans, il y a des formules mathématiques en fonction de vos métiers. C'est ça qui est génial. Si vous voulez calculer une moyenne pondérée, si vous voulez requêter votre système de GMAO, votre système de gestion de prod, votre RP comptable, votre système de facturation, de gestion des stocks, vous voyez, automatiquement, votre système de gestion de contrat, pourquoi pas, on va pouvoir la récupérer, se connecter, croiser des informations et vous afficher une valeur qui va vous servir au quotidien. C'est-à-dire que quand vous connectez, clac, vous avez l'information de 2 ou 3 logiciels métiers. Et ça, c'est sympa, parce que vous n'êtes pas obligé de les ouvrir tous un par un le matin. Pareil. Et bien sûr, vous avez des alertes, des rappels, les docs à signer en haut, les tâches à suivre, les tâches à traiter. Et donc, vous voyez, la plateforme, je dirais, de facture électronique, elle est simple puisqu'elle est intégrée dans la GED en tant qu'écran de contrôle. Vous avez un dashboard de contrôle, donc vous avez un poste de pilotage qui est quand même intéressant, mais surtout ce poste de pilotage, dans l'entreprise, on le paramètre en fonction de chaque métier d'entreprise. Le DAF en aura un, la personne à la gestion de production en aura un, à la DV ils en ont un, le commerce en a un, et chaque commercial a son poste. Et donc, on va les requêter, pourquoi pas, un CRM, hein, parce que bon, les commerciaux utilisent souvent un CRM. On va aller regarder dans le RP si le client a bien payé, par exemple. Et donc, on va pouvoir afficher de l'information vitale au métier sans que le métier dérange les autres services, et soit en autonomie pour le pratiquer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on leur fait gagner du temps. Ça, le temps, ça vaut de l'argent pour l'entreprise. Mais surtout, on évite la frustration. On évite le frottement entre collaborateurs où je vais déranger Johan pour une information bénigne que j'aurais pu avoir dans ce dashboard-là. Donc, Johan va gagner du temps aussi de son côté, vous voyez. Donc, on cumule effectivement des avantages. Voilà. On cumule du retour sur investissement. Voilà. Là, on voit un exemple donc, de facture envoyée, vous voyez, avec tous les messages, donc attenant effectivement à la facture à droite, et donc automatiquement, vous pourrez changer les statuts en fonction de vos factures, soit en lot, soit en groupe, pour qu'effectivement le e-reporting qui a été envoyé soit conforme, ou soit appliqué, ou soit rentré directement dans votre système de comptabilité. Pareil pour les avoirs vont partir en workflow. Bah, tiens, je fais un avoir à Marc, Balédier, bon, Johan Dupont va le valider ou va pas le valider parce qu'il peut être de mauvaise foi ou pas. Vous voyez, donc ça va vous permettre d'avoir une circulation d'informations pertinentes au sein de l'entreprise avec le module PA, donc avec le module de facturation électronique. Vous allez compléter automatiquement la GED
avec des informations pertinentes qui vont venir de vos fournisseurs ou qui partiront vers vos clients. Donc là, Johan, je te vois. Voilà. Merci, Johan. Donc là, je vais reprendre un peu le lead sur le côté service autour de l'offre Comidoc par Konica Minolta. Donc, le service chez Konica Minolta, c'est des centaines de personnes, hein. Alors, pourquoi Konica Minolta et pourquoi on travaille ensemble depuis bientôt 20 ans? C'est parce qu'ils sont en proximité géographique. Moi, j'aime pas travailler avec des prestataires qui sont à 1000 km de chez moi, ou 800 ou 500. Donc, l'intérêt, c'est que Konica a une couverture géographique très forte et très fine. Ça, c'est important. Deuxièmement, ils ont des experts qui sont verticalisés. Donc, ils ont des gens qui font des métiers bien précis autour du print, hein, parce qu'à la base, Konica Minolta, c'était le print, mais plus du tout aujourd'hui, puisqu'ils ont diversifié leurs activités depuis maintenant 20 ans aussi. La preuve, on travaille avec eux depuis 20 ans, donc ils ont compris que la gestion électronique est effectivement un cheval de bataille important pour l'entreprise, pour qu'elle soit compétitive. Et donc, ils apportent ces services à leurs clients. Et ils ont bien sûr des briques de cybersécurité, d'IT. Donc, un client Konica peut avoir un seul interlocuteur pour une offre quasi globale. Et ça, c'est quand même agréable. Pour une petite entreprise, entre autres, qui n'a pas des structures informatiques démentielles, ça fait gagner de l'argent et du temps. C'est important. De l'autre côté, le côté proximité permet d'être sur les problèmes immédiatement, parce que des problèmes, il y en a tous les jours en informatique, hein. On ne serait pas en train de faire un webinaire, sachez-le. Donc, effectivement, on est là pour aider l'entreprise. Et donc, Konica a compris que cette notion de service est importante. Et donc, pour la facture électronique, on a des offres pour cartographier les flux de facturation, vérifier si effectivement vous êtes conforme. Donc, on a des offres de services qui vont vous permettre d'avoir des experts qui vont vous faire un audit et qui vont venir chez vous et qui vont pouvoir vous aider à vous mettre en conformité. Ça, c'est important. Voilà. Parce que seul, on fait les choses, mais à plusieurs, c'est quand même agréable, et surtout quand on a des experts dans le domaine qui font ça au quotidien. Voilà. On perd beaucoup moins de temps et on n'est pas apprenti sorcier à chaque fois. Et ça coûte de l'argent aussi dans l'entreprise. Donc, si on veut soulager nos services financiers, si on veut soulager nos services compta ou ADV, n'hésitez pas, ils ont des packs bien faits de prestations qui vous permettent de bénéficier d'un expert qui vient dans l'entreprise, qui va s'occuper des flux, qui va les vérifier, qui va effectivement discuter avec les métiers pour qu'ils deviennent conformes. Et donc, ça va se faire dans un accompagnement au changement agréable. Et cette notion d'accompagnement au changement pour les collaborateurs est vitale pour une entreprise, hein. Ça montre la qualité de l'entreprise, ça c'est important. Je conclue rapidement parce que l'idée c'est qu'on passe aux questions, parce qu'il y en a quand même une bonne partie de questions que vous avez posées pendant tout le webinaire. Juste pour finir avec un petit rappel, on a lancé récemment une offre qui s'appelle Comidoc Essential dont Marc a parlé pendant ce webinaire, qui est une offre plug and play qui a l'avantage d'être extrêmement rapidement déployable dans l'entreprise, avec tout ce qu'on disait, toutes les fonctionnalités qu'on évoquait avant qui sont déjà pré-embarquées. Donc la transition, c'est une offre qui facilite très fortement la transition vers la GED et le digital. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions par la suite sur le sujet, on se fera un plaisir de venir en parler avec vous en direct. Je propose d'aller directement sur la partie questions. Alors, le temps que je commence à lire toutes les questions que vous avez pu évoquer, je vous propose un sondage rapide, justement, qui est lié à la présentation de Comidoc Essential que je vous faisais juste avant. Donc, je vous laisse répondre au sondage pendant que je commence des questions pour Marc. Marc, j'ai une première question qui est: pouvez-vous m'indiquer le calendrier de déploiement pour les associations et structures médico-sociales? Alors, vous êtes déjà sur Chorus Pro, hein, pour le médico-social, puisque souvent vous avez affaire à des centres hospitaliers ou des ARS ou autres, hein, ou peut-être des intervenants. Donc, vous êtes sur le même calendrier sur les assujettis à la TVA, et pour les associations avec un chiffre d'affaires supérieur de tête, alors je ne voudrais pas raconter une bêtise, je crois que c'est 73 000 ou 75 000 euros. Voilà, donc vous avez un palier sur lequel vous êtes assujetti automatiquement. Voilà, sachez-le. Merci Marc. Autre question, il y en a beaucoup. Bonjour, c'est donc la PA qui transforme notre PDF. Alors, pas toutes les PA le proposeront, sachez-le. Vous avez des PA qui vont récupérer un flux conforme, puisque ce sont souvent des acteurs de l'EDI aussi, hein. Eux, ils vont détecter que le flux n'est pas conforme.
Mais un flux pas conforme, ça ne veut pas dire qu'ils vous le rendent conforme. Attention. Et donc là, il y a un effort pour le rendre conforme. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai des clients qui ont des systèmes mainframe, donc que vous connaissez peut-être de nom, AS400 ou autres, qui ne veulent pas modifier leurs ERP parce que c'est très coûteux, qui ont choisi de mettre des bases de données externes pour effectivement pouvoir répondre à cette mise en conformité, donc des bases de données qui contiennent les informations nécessaires à ce que la facture soit reçue par une PA. Donc les PA, elles, n'assureront pas la mise en conformité, forcément, pas toutes, même pas beaucoup, je ne pense pas, parce qu'elles ne vont pas pouvoir se connecter à une base de données si vous avez besoin de rajouter des sirènes, que vous ne l'avez pas dans la compta, dans la gestion co, parce que dans votre gestion co, il n'y a pas le champ, et puis il n'existe pas, puis si on le redéveloppe parce que vous l'avez développé par une société externe, ça va vous coûter, je ne sais pas, 50 000 euros. Donc l'idée, c'est de dire, OK, il y a cette mise en conformité, nous, on va vous la détecter, donc ça c'est important, mais surtout, on va la régler. C'est ça l'important. C'est qu'on va faire en sorte que votre flux soit fluide et serein, que vous soyez serein avec ça. Donc l'idée, c'est la GED, elle, aura un système intégré quand vous allez poser votre document ou votre flux, un des deux, hein, ça peut être une facture, n'importe quoi. À partir de là, on va le scanner. Il y a un moteur d'IA qui va détecter toutes les non-conformités par rapport au livre des procédures fiscales. Attention. Donc c'est vraiment normé. On va regarder si vous êtes aussi dans une exception fiscale, puisqu'il y a une trentaine d'exceptions fiscales dans cette réforme à connaître. Et à partir de là, on va vous proposer des modifications à apporter. Donc là, c'est là que ça se coince, hein, souvent, c'est là que ça se gâte. Ces modifications, est-ce que mon ERP est capable de les faire? Est-ce que je suis capable de mettre les informations nécessaires dans mon ERP? OK. Et mettons que vous ayez 12 700 clients, il n'y a pas les numéros de SIRET, vous n'allez pas les mettre à la main. Donc, il va bien falloir les importer en lot, hein, avec vos clients et les raisons sociales, et les adresses. Vous voyez, donc, ce travail-là, Konica, avec des packs services, va être capable de vous les intégrer automatiquement et de vous les rendre, par exemple, conformes pour que vous soyez serein afin que votre facture soit acceptée par l'APA qui est intégrée à votre JET Comidoc. Voilà. Et de toute façon, l'APA, c'est votre garde-fou dans la JET Comidoc. Automatiquement, elle ne laissera jamais passer un flux non conforme. Voilà. Et par contre, elle vous indiquera les, les actions nécessaires à effectuer sur votre document pour qu'il soit conforme. C'est ça l'intérêt. Et puis, bien sûr, si on doit avoir des bases de données externes parce qu'effectivement, votre RP n'est pas à même de pouvoir intégrer ces nouvelles données, et automatiquement, vous aurez des bases de données externes qui seront effectivement nourries par les informations nécessaires à ce que ce document soit conforme. J'ai une autre question un peu plus générale sur le fonctionnement de la GED. Une facture est une finalité à un devis ou une commande. Comment sont reconnus ces documents? Alors, on les reconnaît automatiquement en fonction de leur statut, mais surtout, par exemple, sur une affaire, on a beaucoup de clients qui travaillent par code affaires, par exemple. Dans le BTP, on va travailler par code chantier. Dans l'industrie, on va travailler par code de l'eau, par exemple. Et on parlait tout à l'heure de la PAF, piste d'audit fiable. Il est important de conceptualiser quand même que l'effort va être énorme pour vous pour constituer une piste d'audit fiable si vous n'avez pas une GED intelligente capable de relier ces documents automatiquement. C'est ça le problème. Donc, c'est bien de le faire. Après, on peut le faire à la main, attention. Moi, j'ai des petits copains qui ont de la PME, ils font 20 factures par mois, vous voyez, donc c'est facile à faire. Ils le font à la main. Et puis voilà, ils mettent les bons livraisons, les bons de commande, les bons les bons d'achat au comptoir chez Samsung ou les acteurs du BTP quand ils achètent du matériel. Bon, tout ça est mis automatiquement, automatiquement, est mis manuellement dans l'affaire Marc Balédier ou Johan Dupont. Impeccable. Mais quand vous avez 150 affaires moins, 2000 affaires an, c'est plus la même limonade. Donc à partir de là, on ne peut pas demander à des opérateurs de faire ça toute la journée, autrement le coût va être démentiel. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire quel est l'identifiant qui se ressemble sur tous ces documents. Voilà. Quel est l'identifiant? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Alors souvent, par exemple, dans les factures métro, pour ceux qui sont dans la restauration ou l'alimentaire, vous avez effectivement des numéros de site qui peuvent être indiqués, des numéros de service aussi qui peuvent être indiqués. Donc vos fournisseurs ont déjà fait un effort de vous aider à reconnaître ce qui vous facture. Nous, on va aller récupérer ça, on va lire vos factures, on va aller détecter ces codes ou ces sites ou ces numéros et on va les relier entre eux et on va vous faire une grappe de documents et vous n'aurez plus qu'à cliquer dans cette grappe et là, vous allez retrouver tout l'univers de l'acte de commerce jusqu'au paiement. Voilà. Et donc, vous aurez effectivement une liaison et vous verrez, dans la GED, c'est très simple, il y a un petit
Ça veut dire qu'il est lié avec tous les documents de la piste d'audit fiable en automatique. Et donc, on va les scanner toute la GED. Bien sûr, à chaque fois qu'un document va être mis, on va aller regarder s'il ne fait pas partie, effectivement, d'une facturation en cours ou d'une facturation établie. Voilà. Et ça, c'est quand même assez magique parce que ça vous fait gagner un temps assez conséquent, puisque la PAF sera obligatoire, sachez-le. Elle l'est déjà, hein. Le livre des professeurs fiscales vous oblige à tenir une PAF, sachez-le. Pour l'instant, elle n'est pas amendée, hein, donc on vous signifie qu'il faut la faire, mais on vous sanctionne pas. La sanction va arriver juste après la mise en place de la facture électronique, sachez-le. Les contrôleurs fiscaux, nous, on a un consultant qui est Lucien Jiménez, hein, qui est un ancien de la DVNI, avec qui on travaille depuis maintenant plus de 10 ans. À l'époque, quand il était à la DVNI, il formait les contrôleurs terrain à la PAF. Et il avait toutes les difficultés du monde, parce que la PAF, c'est les métiers de l'entreprise, vous voyez. Donc, c'est pas évident de dire à un contrôleur, chez un mec qui fabrique des vitres, tu vas contrôler les appros en sable, les appros machin, la consommation des fours, enfin oui. Et puis chez le gars qui fait du BTP, tu vas aller vérifier ce qu'il a acheté chez Sansei, les pelles utilisées sur les chantiers, les marteaux-piqueurs sur le chantier du Han Dupont. Ouais, c'est pas évident. Donc c'est des métiers, il faut savoir les décrypter pour pouvoir connaître le nécessaire à faire pour avoir une PAF conforme et statuer que l'acte de commerce est réel et conforme. C'est pas évident. Et pour eux, c'est une grosse difficulté. Donc si on les aide pas, lors d'un contrôle, ça va être la boucherie. Donc, pourquoi? Parce que les contrôles vont s'éterniser, il y aura des erreurs d'interprétation, alors que si vous avez un système, vous donnez un login ou un mot de passe à votre contrôleur, ce qui est prévu dans nos systèmes, hein, automatiquement, il prend un login, mot de passe, et il parcourt effectivement les documents qui sont liés, il n'a plus qu'à les ouvrir ou se les transférer soit sur son FTP DGFIP, soit par email, soit sur clé USB. Le temps gagné, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il ne dérange plus nos services administratifs aussi et nos services comptables pour aller récupérer la pièce. Et si c'est dans un coffre-fort, elle est en vocation probatoire, donc il n'a pas besoin de vous demander l'original en plus. Oui. Donc on gagne un temps quand même précieux. Voilà. Et puis sans compter que pour les documents non essentiels de l'entreprise, hein, je ne parle pas du contrat de désamiantage de votre toit, hein, qui peut avoir un recours collectif jusqu'à 30 ans, d'accord. Mais tous les documents, tous les bons de livraison DHL, tous les documents communs, les petites commandes, les trucs comme ça, vous supprimez ces papiers hein, quand vous avez un coffre et un archivage à vocation probatoire. Donc, on gagne des mètres linéaires dans des bureaux à 4 000 € le mètre carré aussi, attention. Donc, vous voyez, ces économies, elles sont un peu partout. Il faut simplement les prendre dans le bon sens. Il ne faut pas que ça devienne un chantier qui n'est pas faisable dans l'entreprise parce qu'on n'a pas les ressources non plus, on n'a pas l'envie, on n'a pas l'accompagnement au changement nécessaire aussi. Attention, hein, on est tous dimensionnés pour accepter une certaine charge au changement. Voilà, tout simplement. Donc, il faut mettre les curseurs au bon endroit, mais à chaque fois que vous mettez un curseur, sachez que vous avez un retour sur investissement. Voilà. Et que ce soit avec des produits Comidoc ou autres. Mais le fait de faire une démarche de digitalisation de l'entreprise, de dématérialisation de l'entreprise est automatiquement gagnant. Merci Marc et merci à toutes et tous parce que je vois que vous avez énormément de questions. Alors je me permets d'en résumer quelques-unes justement. J'ai eu pas mal de questions sur les intégrations avec les ERP. Donc ouais. Pour résumer très rapidement, en fait l'idée c'est que vous avez, on a une liste de compatibilités qui sont déjà optimisées avec certains ERP, par exemple avec du CEL, du avancé, etc. Sur lesquels on a des compatibilités immédiates et selon l'offre à laquelle vous souscrivez, on est en capacité de se connecter très rapidement, certains connecter très rapidement avec ces systèmes-là. Et bien sûr, si vous avez des ERP qui ne sont pas prévus dans nos listes de compatibilité immédiates, on a la capacité, nous, Konica Minolta, de faire des développements spécifiques aussi pour les rendre plus compatibles et interopérables avec le système de GED. Comme l'a dit Marc, l'objectif, c'est que la GED devienne le capital digital de l'entreprise. Donc, tout dépend des versions de Comidoc et de votre ou de vos ERP déjà un peu en place et comment on peut communiquer avec. L'intérêt, c'est que vous avez déjà une trentaine de fichiers embarqués dans vos produits Comidoc. Donc le BP, enfin tous les produits du marché dans le BTP, dans les ventes traditionnelles, dans le commerce de détail. Donc tous ces logiciels, on les a recensés, on a déjà créé les fichiers automatiquement prêts à être compatibles avec vos logiciels. Vous n'avez plus qu'à les importer ou des fois même on est connecté directement. Et puis après, pour des SAP, d'IDEWARTS ou autres,
des produits où il y a des portes logiques qui ont été faits par votre intégrateur en fonction de votre métier. Donc, il a construit l'architecture SAP en fonction de votre métier. Ben, automatiquement, il va nous donner le format attendu et automatiquement, nous, on lui génère le format attendu. Et comme ça, l'automatisation est totale. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de complexité, quoi. Il y a pas de complexité. Pareil pour requêter vos produits métiers. Du moment qu'on peut se connecter aux produits et aux bases de données de vos produits métiers, on va être capable de récupérer des KPI, d'effectuer du calcul complexe, parce que vous avez votre produit qui ne le fait pas et vous avez besoin de cette information et vous le faites aujourd'hui avec l'Excel ou à la main. Eh ben non, arrêtez, on va créer un widget qui va aller vous donner cette information chaque fois que vous en aurez besoin, hein, ou même en temps réel. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple. La connectivité, nous, elle a toujours été assurée sur nos produits. On a toujours communiqué vers l'extérieur et on peut aussi utiliser aussi de la communication de l'extérieur vers le produit jet de Comidoc. J'ai énormément de questions sur la partie B2C. Est-ce que le processus de facturation électronique d'un particulier va suivre le même chemin que ce qu'on évoque là et avec la même complexité? Non, alors le B2C, on l'a vu tout à l'heure, c'est le Z de caisse, donc du bureau de tabac par exemple, ou de la boucherie-charcuterie, de la boulangerie. Il va clôturer sa caisse en fin de journée, il aura toutes les opérations de caisse faites dans son journal de caisse qu'on appelle un Z. Hein. Et ce fichier, lui, va être transformé en e-reporting, on en parlait tout à l'heure, et va être envoyé directement à Bercy. Donc lui, le particulier ne reçoit rien, il est parti pas avec son ticket de caisse, voyez, donc lui, on l'oublie. Donc lui, il n'est pas acteur. Attention, par contre, vous avez effectivement des paliers de montant sur une société qui vous demande effectivement une facture. Il y a un palier qui a été défini, donc en dessus de 150, automatiquement, ça ne sera plus du e-reporting, donc on ne passera pas ça dans le Z de caisse, on passera ça sur le e-invoicing, donc ça, notre PA va le détecter, elle va l'envoyer sous le bon format et au bon endroit, hein, voilà, sur le bon flux, quoi. Ok, alors je vous propose de prendre 2 ou 3 dernières questions. En attendant, je démarre un dernier sondage qui me permet de retrouver mes dernières questions, qui vous propose de noter la qualité de vos intervenants. Donc 1 pour Pavon, jusqu'à 5 pour Marc Baladier, a fait une super prestation. Non, je suis pas sur le nombre, attention. Donc, n'hésitez pas à être franc là-dessus. Si vous trouvez que l'information n'était pas assez pertinente, dites-le nous, ça nous permet d'améliorer encore les webinaires. Et n'hésitez pas à poser vos questions, puisque on répondra aussi par email à certaines de vos questions qu'on n'aurait pas pu instruire là, parce que je crois qu'on a 140 questions, donc on ne peut pas toutes les faire. Mais les questions très spécifiques vous seront répondues automatiquement. Sachez-le, puisqu'on a vos adresses email, donc on reviendra vers vous avec une réponse adaptée, bien sûr, à vos questions. Voilà, donc sachez-le, elles ne seront pas, Alors, elles j'ai ne seront pas 3 dernières étonnantes. questions un peu techniques quand même. Ouais. Est-ce que c'est nous, donc là je me fais la voix de l'internaute, c'est nous qui devons inscrire notre sirène ainsi que ceux de Non. tout notre groupe, donc environ une dizaine de sirènes sur l'annuaire, ou c'est la PA qui choisit, qui s'en occupe? Alors l'APA va s'en occuper pour vous, d'accord. Vous aurez accès donc à l'annuaire. Donc vous allez dans notre module PA pouvoir indiquer vos sirènes et nous on a des API qui vont attaquer l'annuaire central et qui vont modifier automatiquement tout ça. Donc vous nous donnerez tout simplement sur le module PA vos raisons sociales puisque vous avez des établissements secondaires visiblement. Donc à partir de là il n'y a aucun problème, on va s'en occuper pour vous inscrire et vous rattacher à notre PA. Donc ça c'est nous qui le faisons sans que vous en soyez forcément acteur. Alors sachez que, pareil, interopérabilité entre les PA, c'est une bonne question là qui a été posée, j'en ai pas parlé. On parlait du coffre et de l'interopérabilité des jets, du coffre, des ERP, mais l'interopérabilité des PA est obligatoire. Donc vous pourrez, il y a des formulaires qui existent, sachez-le, de demande de résiliation et de demande d'inscription donc sur les PA, donc anciennement PDP, je précise aussi, parce que comme ils ont changé de nom, ça brouille un peu les pistes. Et donc, automatiquement, si vous êtes inscrit chez nous et que demain matin, vous voulez changer, vous passez sur un autre prestataire, on est obligé de vous désinscrire. Et l'autre prestataire fait sa demande chez nous. Et c'est une obligation légale. Donc, vous ne pouvez pas être pris en otage par une PA, sachez-le aussi. Important. Important. Et vous pouvez avoir plusieurs PA. Oui, vous pouvez avoir une PA pour vos achats, une PA pour vos ventes. Pourquoi pas? C'est aussi envisageable.
Et je propose une dernière question de techie sur un cas qui est un peu spécifique sur l'affacturage. La facture sera donc envoyée directement à l'organisme d'affacturage, mais comment le client va avoir connaissance de la facture? Ah bah lui, il va la recevoir, mais sauf que sur la facture, vous allez être obligé de marquer le numéro de SIRET du facteur et vous dire que vous avez un facteur. Donc effectivement, quand vous allez envoyer la facture à votre client, pardon, et ben, automatiquement, il y aura un double flux quoi, quelque part. Et donc, le facteur sera averti que lui, il apparaît sur la facture à 22 300 euros et le client en tiers payeur aura le facteur automatiquement. Mais c'est pour ça que sur la facture, il faut que ça soit notifié. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous ne mettez pas le numéro de sirène de votre facteur. Vous ne mettez pas le nom du facteur sur votre facture. Vous transmettez vos factures à votre banque ou à votre société de Facto France. Facto France les prend. Vous avertissez vos clients qu'il faut régler Facto France, puisque le client reçoit une circulaire, comme quoi dorénavant, les règlements sont effectués sur Facto France, machin truc. Donc automatiquement, bah, Konica va régler Facto France. Voilà. Donc ça sera la même façon. Nous, on saura effectivement que Facto France a été réglé par Konica parce qu'on a un IB sur la facture, on a un SIRET, d'accord. Et donc Facto France, lui, va prendre en charge, bien sûr, va être notifié comme quoi il y a une facture qui a été envoyée à Konica. Et Konica, lui, quand il va régler directement Facto France et nous, on sera notifié que Konica a réglé. Et ça sera dans le cycle de vie de la facture sur l'APA. Et vous pourrez le voir, les étapes, entre autres, du paiement, puisqu'ils seront obligés de valider Konica comme quoi ils ont payé. Ouais. Donc, vous serez au courant que Konica a bien payé votre facteur. Ça a été le problème de certains facteurs à un moment donné. Hein. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, à l'établissement des facteurs, moi, j'avais un client, il avait donné tout son poste client à un facteur, sauf que les clients ne payaient pas, mais le facteur ne faisait pas le recouvrement. Et donc, il s'est aperçu 4 mois après qu'il avait des impayés un peu de partout. Ça l'a énormément affecté. Et là, ben, on n'aura plus ce problème. On n'aura plus ce problème du recouvrement du facteur, puisque vous serez au courant des dates de paiement, effectivement, de Konica envers votre facteur. Donc ça va être assez sympathique. Donc ça va vous faire gagner du temps aussi. Voilà. Donc il y aura effectivement cette information à mettre sur la facture. Voyez. Ça, c'est aussi une nouveauté. Voilà. Un grand merci, Marc, pour toutes ces précisions sur le capital digital de l'entreprise. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre attention. Désolé, il y a beaucoup de questions. Pour celles auxquelles nous n'avons pas répondu, on fera en sorte de vous répondre directement, comme l'a dit Marc, parce que nous avons vos emails. Du coup, on reviendra sur ces questions spécifiquement. Bien sûr, si vous souhaitez une démonstration, n'hésitez pas à nous contacter pour organiser cela sans aucun problème. Le webinaire est enregistré, donc si vous avez besoin de revoir le replay ou de le partager avec des collaborateurs de vos structures, n'hésitez surtout pas. Le replay est disponible via le lien d'inscription que vous avez eu à l'origine. Je remercie encore une fois Marc et OpenBee pour cette présentation. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et à très bientôt pour de nouveautés sur la facture électronique ou autres, sur d'autres sujets IT de Konica Minolta. Et remercions les équipes qui ont organisé ce webinaire, Nathalie Frein, le marketing, qui a effectivement beaucoup d'efforts à chaque fois pour organiser un webinaire de cette sorte. Et puis, ils ont vraiment réussi parce que vous étiez plus de 300, donc c'est assez rare. Et je remercie les gens qui ont bien voulu me supporter pendant plus d'1 heure. Hein, voilà. Allez, bon appétit à tous en tous les cas. Merci à tous et tous. À bientôt.